Bonsoir à tous. Nous voici donc réunis cet après-midi pour une table ronde sur notre satellite le plus proche, le plus connu, le plus familier, Objectif Lune, d'hier à demain. On va s'intéresser cet après-midi à cet objet de fantasme, de rêve, de cauchemar qui habite notre ciel, que ce soit en science-fiction ou de manière bien plus pragmatique dans le réel, puisque évidemment on y est allé et on est dans l'idée d'y retourner concrètement. Et donc on va avec Christian Grenier, François Forger et Natacha Fasder explorer un petit peu tout ce qui s'est fait sur la Lune et ce qui va s'y faire, si ça vous convient. Alors donc, à côté de moi, Christian Grenier. Bon, je les présente quand même tous, mais je suppose que vous les connaissez. Donc, auteur de science-fiction, écrivain majeur qui a fait des romans, des théâtres, des nouvelles évidemment. Cofondateur de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse en 1975, et pour ça, il a ma reconnaissance éternelle. Entre 1980 et 1986, il est directeur de la collection de Folio SF Junior. Et dans ce cadre-là, il continue à développer son érudition sur la SF jeunesse et pas uniquement, hein, puisque Christian a lu énormément, est très curieux. C'est pas un spécialiste de la Lune en soi, mais par contre c'est un passionné d'astronomie depuis tout petit, puisque dès 13 ans, il fabriquait sa propre lunette astronomique. Alors, il faudrait que tu parles avec le micro, par contre, si jamais tu veux que ça rentre dans la légende. C'est grâce à la revue Ciel et Espace, à laquelle j'étais abonné, et Pierre Bourges, astronome à l'époque, à Saint-Aubin-de-Courtrai, faisait de la publicité. On pouvait acheter un oculaire et un objectif, et avec des tuyaux que j'empruntais à ma mère qui fréquentait le marché Saint-Pierre, des tuyaux en carton, je me suis fabriqué ma première lunette astronomique. À 13 ans, en effet. Alors, à côté de toi, François Forger, qui est astrophysicien, qui est planétologue, spécialisé dans le système solaire, directeur de recherche au CNRS, impliqué dans de nombreuses missions spatiales sur Mars, et non pas sur la Lune, mais un petit peu. Donc François Forger s'intéresse en particulier au climat, aux atmosphères, mais aujourd'hui on l'invite et il va discuter un petit peu avec nous concrètement de ce qui s'est passé, et surtout de ce qui va se passer, là, de ce qui est en germe, de ce qui est en train de se monter comme plan pour sur la Lune en ce moment, puisqu'on est en train de faire des plans sur la comète, comme on dit. Un plan sur la Lune plutôt. Ouais. Sophie, ouais, c'est ça. Et donc Natacha Fasder, Natacha, cette femme peu connue du monde hypermondien, évidemment, donc, enseignante, essayiste et surtout une chercheuse vraiment importante pour nous dans le milieu de la SF, puisque elle travaille sur des auteurs marquants du XXe siècle et des auteurs qui marquants et toujours parmi nous au 21e, ce qui est vraiment important, parce que c'est une recherche qui permet de lier hier et aujourd'hui. Évidemment, la présidente de notre festival et qui, là encore, par son érudition littéraire, va nous permettre de comparer les fantasmes littéraires et la réalité de la Lune. Merci. Et puis je voulais juste dire qu'être dans une table ronde avec Christian, pour moi c'est très émouvant parce que Christian, je pense que je devais être en 6e ou en 5e, j'ai lu Christian, j'ai adoré, enfin je lisais la science-fiction depuis pas mal de temps, mais c'est lui, je pense, qui, d'abord ça a été un des premiers auteurs jeunesse dans la collection du culot. Il y en a peut-être qui se rappellent de cette fameuse collection. J'en lisais 3 par semaine, dont Christian. Et donc c'est avec, il le sait, mais je le redis parce que c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que partager là au sein de notre festival, eh bien une table ronde avec lui, c'est, pour moi c'est un fait extraordinaire. Voilà, c'était juste pour dire ça. Bon, je t'ai plus. On va rester, si vous voulez bien, avec Natacha un petit peu et Christian, avant de demander à François comment ça se passe dans l'observation. On va aller un petit peu dans le passé. Donc, depuis quand écrit-on sur la Lune
quels sont les ouvrages, les écrivains majeurs qui ont commencé à imaginer ce qu'il pouvait y avoir là-haut, puisque on la voit tous et nos ancêtres l'ont observé depuis toujours, évidemment. Et qu'est-ce qu'on en dit dans la littérature ? Voilà, on va un peu se partager le travail avec Christian parce que je connais bien ces sujets évidemment de prédilection. Alors je dirais que d'abord il y a deux grandes périodes. Il y a une première grande période où à partir de Lucien de Samosate, c'est-à-dire à peu près 1er siècle, on va dire, après Jésus-Christ, et son histoire véritable, eh bien, va démarrer une sorte finalement d'exploration d'un fantasme du voyage sur la Lune. Mais évidemment un voyage qui va être extrêmement fantaisiste puisqu'on va aller sur la Lune, par exemple, avec des vaisseaux. On va aller sur la Lune avec des boulets de canon. On va aller sur la Lune avec des fioles de rosée. Christian va vous en parler très très bien, donc juste après moi. Et en fait, le basculement, je crois, de tous ces espèces de fantasmes littéraires, plus on va s'avancer en fait vers l'époque moderne, et plus en fait la fantaisie littéraire va basculer dans l'inventivité scientifique. Et évidemment, vous le savez très bien, mais celui qui va faire vraiment basculer en fait ce voyage lunaire dans le monde de la science, eh bien c'est Jules Verne, évidemment. Mais on est déjà, vous voyez, à la moitié finalement, très précisément dans les années 1865, on est vraiment à la moitié donc du 19e siècle. Voilà. Et la Lune, en fait, dans cette première partie, et notamment évidemment, je vais laisser Christian parler de Cyrano de Bergerac au XVIIe. Alors attention, pas le personnage, hein, le vrai Cyrano de Bergerac, voilà, qui était un auteur assez, je dirais, assez baroque et un petit peu libertaire. Eh bien, à partir, je dirais, de cette période-là, en fait, la littérature, c'est une littérature qui est utopique, c'est-à-dire qu'on projette sur la Lune des sociétés, des fantasmes. On fait en fait de l'expérimentation sociale. On n'est pas du tout dans une, on va dire, dans une expérimentation scientifique. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'on peut aller sur la Lune. Eh bien, tout simplement parce que pour tous ces auteurs, hein, depuis l'Antiquité, la Lune, c'est le fantasme, c'est-à-dire l'astre, l'objet céleste que l'on peut toucher dans le ciel. Voyez ? Et donc, on se dit, finalement, c'est peut-être pas très loin, donc on peut y aller. On va sûrement trouver un moyen d'y aller. Mais on ne se pose pas vraiment la question. Alors que Jules Verne va vraiment être le premier, en fait, à se poser la question de savoir comment est-ce qu'on y va, comment est-ce qu'on quitte, en fait, la gravité terrestre, avec quel engin on y va, et surtout, est-ce qu'on peut se poser sur la Lune ? Et en fait, comme Jules Verne n'a pas la réponse, eh bien, le second roman, vous savez, qui s'appelle « Autour de la Lune », eh bien, Jules Verne n'a jamais fait poser son engin sur la Lune parce qu'il n'avait pas les moyens scientifiques ou les connaissances scientifiques pour se dire comment on va faire allunir un engin sur la Lune. Et donc, ça va être l'objet après je dirais, de beaucoup de... Alors, les cinéastes vont prendre, au XXe siècle, les cinéastes vont prendre le relais, puisque... à partir du début, tout début du cinéma, eh bien, Méliès va donc, tout le monde connaît ce film, Le Voyage sur la Lune de Méliès, avec évidemment cette image absolument extraordinaire où vous avez l'engin lunaire. Donc, évidemment, il s'inspire de Jules Verne qui tombe dans l'œil de la Lune. Voilà. Et d'abord, c'est le premier film de science-fiction. On est en 1901. Et 2, c'est le premier film, en fait, où on va vraiment avoir des effets spéciaux. Méliès, c'est l'inventeur des effets spéciaux, et comme par hasard, c'est Le Voyage sur la Lune. Après, on va voir Fritz Lang avec La Femme sur la Lune, on est en 1934. Et là, Fritz Lang, va encore une fois s'avancer vers la science, puisque, par exemple, il va se dire, pour refroidir les moteurs de la fusée quand elle décolle vers la Lune, il va falloir créer des bassins d'eau pour rafraîchir, en fait, cette fusée. Vous voyez, donc je dirais des préoccupations technologiques très concrètes. Et puis, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, et puis Tintin et Objectif Lune, en fait, la Lune cesse d'être un fantasme peut-être de science-fiction. Et donc, petit à petit, on va se rapprocher de la réalité. Il va y avoir le voyage dans la Lune. Et basculement après, une fois que l'homme est allé sur la Lune, réellement, la Lune devient complètement autre chose. Je vous rappelle Cosmos 1999, la série, où la Lune devient finalement un vaisseau spatial.
Et puis, par exemple, eh bien, dans plusieurs films, la Lune devient le lieu de l'horreur, devient en fait un astre horrifique. Vous voyez, donc elle bascule dans tout à fait autre chose. Alors je vais passer on y reviendra après. On y reviendra. Je passe donc Christian, le micro la parole à Christian. Tu veux nous parler de Cyrano? Pour Cyrano de Bergerac, parce que c'est lui en fait qui va être quand même, qui est peut-être cet auteur le plus important pour la Lune. Alors avant de parler de Cyrano de Bergerac, j'aimerais, mais je vais y revenir, Natacha met le doigt sur quelque chose qui me semble essentiel, à savoir que ce n'est pas du tout grâce à Wernher von Braun qu'on a été sur la Lune, ni au projet NASA, de la NASA, ni même à la guerre froide, parce qu'on me dit, voilà, c'est grâce à la guerre froide qu'on a été sur la Lune. C'est le professeur Tournesol, je crois. Comment? C'est le professeur Tournesol. Quelque part, oui. Je ne plaisante pas. Je pense qu'en effet, Lucien de Samosate, en 180, avec son histoire véritable, je pense que Cyrano de Bergerac, avec l'histoire comique des États et empires de la Lune et histoire comique des États et empires du Soleil, publié en 1657, mais après la mort de Cyrano, parce que c'était un ouvrage, en effet, scientifique, scientiste, il cherchait le moyen, comme tu l'as bien expliqué, scientifique, de s'élever, de contourner la gravité. Mais c'est aussi grâce, aux écrivains, et à Jules Verne notamment, et à Hergé. C'est l'imaginaire collectif pendant des siècles, depuis quasiment 2000 ans, qui a forcé, qui a entraîné le besoin, le fantasme d'aller sur la Lune. Pourquoi aller sur la Lune? Je signale aussi que les auteurs de science-fiction du 19e siècle, depuis Frankenstein, depuis Mary Shelley avec son Frankenstein, ont mis le doigt sur autre chose, c'est-à-dire sur l'homme, la longévité, la création de l'homme. Je pense à l'île du Dr Moreau, Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc, et là, on est presque déjà dans la génétique. Et ça va être encore plus flagrant avec, en 1932, Brave New World de Huxley. Il y a des fantasmes comme ça, c'est-à-dire s'occuper de l'homme et du fait qu'on peut peut-être transformer l'homme pour qu'il devienne un jour immortel. Je vous signale que c'est un projet transhumaniste, tout de même. Mais le projet d'aller sur la Lune, c'est vieux comme le monde. Et avant les scientifiques, c'est l'imaginaire collectif qui a entretenu ce fantasme d'aller en effet sur la Lune. Alors je veux bien parler de Cyrano, parce qu'en effet, Cyrano, lui, utilise des moyens que d'ailleurs Edmond Rostand, en 1898, inspiré par les ouvrages de Cyrano de Bergerac, fait référence en effet au roman de Cyrano de Bergerac, avec la scène du balcon où il répète, par le biais de Cyrano et de Christian de Neuvillette qui se cache vous connaissez la pièce. Mais là, il est question de vol d'oies sauvages, pourquoi pas, on s'accroche à des oies, on ne va pas assez haut. Il est question de la rosée, mais ce n'est pas un moyen aussi absurde, parce que la rosée s'évapore le matin, et les frères Montgolfier vont s'en servir quelques années plus tard, puisque c'est en 1783, je crois, quelque chose comme ça, que la première montgolfière, alors là, c'est pas de la rosée, c'est de l'air chaud, mais on commence à s'élever, voilà. Donc, il y a les moyens scientifiques. Et quand on lit attentivement Cyrano de Bergerac, on s'aperçoit que le narrateur, qui dit « je », s'aperçoit à un moment donné qu'il est prisonnier au Canada parce que la Terre a tourné. Alors là aussi, la Terre tourne. On est quand même au milieu du XVIIe siècle. Galilée, c'est 1622 quand il dit et pourtant elle tourne. Il a été condamné tout de même. Donc Cyrano prend des risques. Et il était aussi l'ami de Gassendi. Il a assisté au cours de Gassendi avec un certain Jean-Baptiste Poquelin au collège de Clermont. Donc ils se connaissaient. Molière et Cyrano de Bergerac, le poète, l'écrivain, se connaissaient. Et il avait énormément d'ennemis aussi quand même, Cyrano, le vrai. Alors Cyrano était athée, ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque. Il a dans la pièce la mort d'Agrippine écrit ce vers qui a créé, qui l'a mis. C'était un paria. Il y a eu une fatwa. La première fatwa, c'est Cyrano qui l'a eu, puisqu'il a écrit c'est Dieu que l'on adore et qui n'existe pas. Et cet alexandrin a déchaîné
L'Église a dit il faut qu'on supprime Cyrano. Et Cyrano est mort, vous le savez peut-être, avec une planche qu'on lui a balancée, une poutre qu'on lui a balancée sur la tête. Et dans l'un de mes romans, d'ailleurs, je suppose que c'est voilà, c'est l'Inquisition, à savoir, oui, c'est l'Inquisition de l'époque qui voulait se débarrasser de Cyrano. Voilà. Alors j'ai d'autres choses sur Cyrano parce que une fois qu'il est au Canada, il est fait prisonnier par des Indiens, on va dire des peaux-rouges, des Indiens, qui le mettent sur qui le ligotent sur une sorte de radeau en bois, un bûcher. Mais il y a 3 étages. Et ils allument le bûcher et le bûcher s'élève. Le 2e étage s'allume avec le brasier du premier, le 3e étage s'allume. Et c'est ce qui lui permet de s'élever. Ce qui me permet d'affirmer que c'est Cyrano de Bergerac qui a inventé la fusée à étage. Je ne plaisante pas, c'est dans le texte. C'est dans le texte. Et là, on est déjà dans des moyens scientifiques ou pseudo-scientifiques. J'ai 2 ou 3 choses à dire, mais après, je ne prends plus la parole. Hein, vraiment. Ça, c'était la première. La deuxième, c'est que les projets, et là on arrive à l'époque actuelle, d'établir une base sur la Lune, c'est vieux comme le monde aussi. On tente d'utiliser la Lune comme une sorte de point de départ pour explorer le système solaire, la planète Mars, mais peut-être d'autres. Et là, moi j'ai des doutes. Hein. Je suis très dubitatif et pessimiste, parce que les projets qui ont lieu aujourd'hui, et qui sont de vieux projets très anciens, d'installer une base humaine sur la Lune. Je pense au film 2001, l'Odyssée de l'espace, parce que quand vous avez vu 2001, l'Odyssée de l'espace, la Lune a un rôle. On va d'abord sur la Lune. Alors il y a cette cité spatiale, magnifique, hein. Le film date de 68, hein, et le texte de 57, avec la Sentinelle, qui est une petite nouvelle d'Arthur Clarke. Hein. Mais cette roue spatiale, elle est banale, hein, c'est presque un autobus, hein, mais il y a quand même une base sur la Lune. Donc là, il utilise en effet, pour de vrai, la base sur la Lune. Et là, c'est le premier projet vraisemblable. Est-ce qu'on va arriver à établir une base sur la Lune ? C'est pas pour demain. Pour des raisons... alors là, je quitte mon sujet. Hein. Voilà. Ça, c'est le numéro de juin de Sciences et Avenir, c'est sur le changement climatique. Et on annonce 4 degrés en France en 2100. Et d'année en année, le GIEC nous dit « Excusez-nous, on s'est trompé, ça va plus vite que prévu ». Alors moi, j'ai un roman qui s'appelle « 5 degrés de trop », qui est ici, que j'ai écrit en 2006, et mon éditrice riait parce qu'elle me disait « Tu te trompes, en 2100, on ne sera pas à 2 degrés ». Je vous signale que depuis ce temps, enfin depuis quelques dizaines d'années, on s'aperçoit que ça monte, ça provoque des catastrophes. D'ailleurs, moi, mes catastrophes de 2006 ont dû être révisées par un climatologue qui m'a fait réécrire le texte. Il y a une réédition où on s'aperçoit que ce que je dis en 2100, ce qui se passe, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Donc ça va beaucoup plus vite que prévu. Et ma question est, aurons-nous les moyens et le désir de poursuivre plus loin la conquête spatiale et l'occupation de la Lune? Ça fait quand même 50 ans qu'on n'y a pas été. C'est un peu comme pour les centrales nucléaires. Hein. On semble avoir un peu perdu, comment dire, les technologies qui nous ont permis, en 69, dans la nuit du 20 au 21 juillet 69, de mettre le pied sur la Lune. On n'a pas remis les pieds sur la Lune depuis. On va en reparler après. On va en reparler après, parce que j'ai une troisième chose à dire. Je la réserve pour tout à l'heure, alors. Ça marche. Parce que j'aimerais bien demander à François... Ah oui. C'est l'homme de la situation, quand même, parce que le scientifique, ouais. C'est lui notre référence. Il a son micro. Avant de s'intéresser à la base et au projet Artemis et à ce qui se fait là au XXIe siècle concrètement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'observation de la Lune et dans ces siècles où les écrivains fantasmaient l'observer, imaginaient des choses là-haut, que faisaient les scientifiques? Est-ce qu'ils avaient commencé à regarder un petit peu plus En lien avec ce qu'on vient de raconter sur finalement, on est au XVIIe siècle, effectivement on a mentionné Galilée et c'est vrai que Galilée, le premier à utiliser une lunette, ça lui a permis de découvrir plein de choses, les phases de Vénus, les satellites de Jupiter, et la conviction qu'on voit des montagnes sur la Lune. Avant, c'est un peu comme le Soleil. Le Soleil, on a regardé s'il y avait des montagnes, il n'y en a pas, évidemment. Mais la Lune, on s'est rendu compte que c'était une surface rocheuse, et c'est devenu une connaissance. Et depuis, ensuite, il y a eu plein d'études très précises, la cartographie, on peut voir des atlas sans fin.
On peut mesurer vaguement la température, mais par exemple, on a mis énormément de temps à comprendre que les cratères que l'on voit vraiment très bien avec les télescopes qui sont devenus assez performants au fur et à mesure du temps, 17e, 18e, 19e, on a mis du temps à comprendre que c'était ces cratères, c'était pas des cratères volcaniques, mais des cratères d'impact, c'est-à-dire quand une astéroïde frappe la surface, ça fait un cratère. Et finalement, c'est assez récent, hein, c'est les années 50, quoi. C'est on soit vraiment convaincu. Donc ensuite, évidemment, rapidement, la Lune, quand même, c'est un astre qui est aussi assez simple, parce qu'on a rapidement compris qu'il n'y avait pas d'atmosphère. Donc une surface assez ancienne, avec ce qu'on appelle les mers, mais en fait, les mers, c'est juste des vallées qui ont été remplies de lave un petit peu tardivement, donc il y a moins de cratères. Puis les anciens terrains qui sont pleins de cratères. Et puis voilà, quoi. Au premier abord, finalement, la Lune, c'est un caillou sans atmosphère. C'est le spécialiste d'atmosphère qui parle. Mais malgré tout, c'est un endroit assez intéressant scientifiquement. Je pourrais en parler même longtemps scientifiquement, si je peux résumer en 2 mots. Mais donc depuis, finalement, il y a eu tout d'un coup cette idée qu'on pouvait aller retourner sur la Lune. Et dans un sens, du point de vue d'un planétologue qui s'intéresse à l'exploration du système solaire, on a mis un peu la charrue avant les bœufs, puisque tout d'un coup, dans le cadre de la guerre froide, on a décidé d'envoyer des astronautes. Et on l'a fait très vite, quoi, finalement. Et donc, on a rapidement récupéré des échantillons. Et une fois qu'on a fait ça, tout s'est un petit peu arrêté. C'est-à-dire que presque personne n'a étudié la Lune, à part étudier les échantillons. Dans les années 80-90, vraiment, c'était un sujet très démodé. Et je me souviens parfois, quand certains journalistes voulaient faire un dossier sur la Lune, dans l'an 2000, c'était hyper difficile de trouver le moins de spécialistes en France. Vraiment très très peu. Donc bon, on racontait ce qu'on savait. Voilà. Donc si je remets tout dans l'ordre, donc on a surtout cette grande vague d'exploration de la Lune avec les astronautes. On s'est passionné pour la géologie de la Lune à cette époque-là. On a ramené l'échantillon. La grande découverte qui est issue des missions d'Apollo, c'est essentiellement que la Lune est issue d'un grand impact qui a eu lieu quelques millions d'années, ça change de temps en temps, dizaines, centaines de millions d'années après la formation de la Terre, et donc la Terre a été percutée par une protoplanète, on appelle ça, qu'on appelle Theia, qui fait à peu près, dans les estimations, grosso modo de la taille de Mars. Et boum, il y a eu cet impact énorme, tard, hein, la Terre peut-être était déjà bien avancée dans sa formation, il y a peut-être déjà des océans sur la surface et tout. Et boum, ça fait un énorme choc. Et puis les débris sont rassemblés pour former la Lune, qui est formée en partie de matériaux terrestres et puis du reste de cet impacteur à l'époque. Et puis ensuite, on s'est servi de la Lune quand on avait des échantillons de différents endroits pour pouvoir dater le flux d'impact qu'il y a eu sur la Lune et donc sur la Terre et donc sur les autres planètes, et on s'en sert beaucoup dans nos métiers. C'est comme ça qu'on date les surfaces un peu partout dans le système solaire en essayant de faire des corrections. C'est un peu bricolo, mais enfin la Lune c'est notre grande source d'informations sur le déroulement de l'âge, de tout ce qui s'est passé dans le système solaire depuis sa formation il y a 4,5 milliards d'années. Et puis, après, on fait de la géologie. C'est une géologie très exotique, mais qui est vraiment... C'est comme un laboratoire naturel où on va voir la formation des cratères, bien sûr, mais il y a aussi un volcanisme un peu exotique. Donc, les volcanologues ont pu s'amuser à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il y a de la minéralogie exotique, etc. Bref, c'est une autre planète rocheuse qu'on a sous la main, qu'on a pu étudier. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc, un peu comme en médecine, on aime étudier les autres animaux pour comprendre le corps humain. Pour comprendre la Terre, c'était pas mal d'avoir la Lune. Je peux dire la même chose pour Mars et Vénus et compagnie, mais la Lune, c'est juste à côté. On a ramené des cailloux. C'est quand même intéressant. Donc voilà tout l'intérêt. Si je reprends mon histoire, après cette grande phase Apollo, sur laquelle je dirais un mot pour conclure, il y a eu vraiment une phase de calme. Et puis peu à peu, l'étude de la Lune est repartie. Il y a eu quelques missions américaines qui ont été faites... un peu des expériences technologiques, même européennes. On a envoyé un orbiteur autour de la Lune qui était vraiment un démonstrateur techno. Et puis d'autres pays comme l'Inde, la Chine, le Japon, qui voulaient aussi apprendre à faire des missions robotiques, ont aussi envoyé des orbiteurs autour de la Lune, ce qui fait que depuis les années 2000, il y a pas mal de missions qui ont étudié la Lune, qui redécouvrent la Lune telle qu'on connaît maintenant, en complétant finalement tout ce qu'on avait appris en ramenant des échantillons, en envoyant des astronautes sur place. Et c'est un monde fascinant. Je pourrais en parler longtemps, mais on n'aura pas le temps. Je sais, vous pouvez tous parler longtemps de votre sujet, parce que c'est un sujet, on aurait pu passer le week-end dessus, en fait. Ce que je voulais dire pour conclure cette histoire, c'était pour souligner le fait que quand même, on est ici pour parler de science-fiction, et finalement, il faut souligner que les missions Apollo, maintenant, de nos jours, relèvent un petit peu de la science-fiction.
Et là, à l'instant, on a dit, on a juste envoyé des astronautes Apollo 11 en juillet 69. Et en fait, c'est vrai. Ok, on a fait Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont été marcher sur la Lune quelques heures en juillet 69, mais ça a été suivi de 5 autres missions. Et parmi ces missions, les 3 dernières, ça vaut le coup de s'y intéresser parce que là, on rentre plus dans la science-fiction. Ce sont des missions qui ont duré 3 jours. Les astronautes, j'en ai rencontré certains, on va pas dire habiter la Lune, mais ont campé sur la Lune, dans le module lunaire. Ils ont fait toutes ces missions-là, c'était 3 sorties toute la journée, 8 heures en scaphandre avec la Jeep lunaire, vous avez tous vu ça. Mais il faut se rendre compte que c'était de rester 3 jours sur la Lune. C'est pas tout à fait l'image de Neil Armstrong qui saute sur la... C'était quelque chose quand même de l'étape suivante, je trouve. Et on l'oublie souvent. Et donc c'est quand même extraordinaire. Depuis quelques années, à la fois la NASA et des amateurs, on retraite les images, retraite les films. Et c'est fascinant, quoi. C'est vraiment... On se dit, waouh, c'était il y a plus de 50 ans et on a l'impression dans un film de science-fiction parce qu'on a tous retenu les images de Neil Armstrong et Buzz Aldrin un peu floues, les photos très figées comme ça, et ils sont restés. Et puis en fait, non, il y a vraiment eu de l'exploration. Ils ont fait des dizaines de kilomètres en Jeep lunaire. C'est extraordinaire et je vous invite, si vous avez un peu oublié ça, à regarder un peu ce qui est sorti récemment de tous ces documents qui ont été retraités et c'est magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé en littérature après ça, justement? Après 1969, après les Apollo, est-ce que de la même manière, tu disais que ça a été un sujet un peu démodé en sciences, et est-ce que ça a été un sujet un peu démodé aussi en SF, une fois qu'on y a eu posé le pied et qu'on y a eu fait un peu de camping? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a ce phénomène donc en science-fiction, mais on pourrait tout à fait le comparer, par exemple, avec Mars. On a exactement le même phénomène avec Mars, c'est-à-dire que une fois que on sait, on connaît, on a quand même cartographié la Lune depuis quand même pas mal de temps, on l'a explorée, on a marché dessus. Donc, du coup, la science-fiction se dit, il n'y a plus trop grand-chose à dire sur la Lune. C'est pas, finalement, c'est plus très intéressant pour les auteurs de science-fiction. Il n'y a personne, maintenant, on est sûr. Oui, non, mais il n'y a plus d'extraterrestres, il n'y a plus rien. Bon, il y a peut-être un petit peu de glace. Qu'est-ce qu'on va en faire? En fait, l'objet céleste a été totalement dévoilé par la science. Mars a été aussi partiellement dévoilé par la science, même si, moi, quand je regarde toujours ces images extraordinaires du rover martien sur la planète Mars, où on a l'impression qu'on est sur la planète complètement, enfin, ces images sont absolument, pour moi, effarantes. On se rend compte, malheureusement, qu'il n'y a pas grand-chose non plus sur la planète Mars, à part des grandes plaines et puis des cailloux. Mais, vous voyez, par exemple, je reviens juste sur Mars de 2 secondes, mais quand vous comparez, par exemple, les chroniques martiennes de Bradbury qui ont été écrites en 1950, c'était une série de nouvelles, hein, c'était un fix-up en science-fiction qu'il a ensuite donc réuni en roman. On voit toute la poésie qu'il y a sur Mars parce qu'en fait, on ne savait pas ce qu'il y avait sur Mars. Et donc là, le champ des possibles est absolument extraordinaire pour un auteur de science-fiction. À partir du moment où on sait quelle est cette réalité, c'est-à-dire que rien ne poussera jamais sur Mars et qu'on a des champs de cailloux, eh bien l'imagination se rétracte d'un coup chez les auteurs de science-fiction. Et donc finalement, Mars disparaît petit à petit de leur champ, je dirais, de créativité ou de création. Aujourd'hui, par exemple, on va peut-être plus s'intéresser à certaines planètes du système solaire ou certains satellites, par exemple, de Jupiter, parce que là, on se dit, il y a un océan intérieur, on n'est pas allé voir, il y a peut-être quelque chose. Donc là, il y a encore de l'inventivité à avoir. Mais ça, c'est un phénomène qu'on peut tout à fait quantifier par rapport au tarissement, en fait, d'un certain nombre de romans, par rapport à des films qui changent complètement de sujet. Vous avez par exemple le film Moon en 2009, où on va beaucoup plus vous parler finalement de clonage que d'exploration lunaire. C'est pas très intéressant. Si vous voyez le film Ad Astra qui est sorti il y a quelques années, c'est plus finalement le cheminement intérieur donc du spationaute que l'exploration de la Lune, qui est une étape en fait sur son propre voyage dans le système solaire. Donc la Lune, on s'intéresse. Enfin, disons que la Lune, ça s'est un petit peu tari. Sauf que vient de sortir un roman de Catherine Dufour.
voilà, qui s'appelle Les Chants de la Lune, alors que je n'ai pas eu le temps de terminer parce que j'ai reçu le roman, je crois, 2 jours avant le festival. Donc je suis en train de le lire. Et en fait, Les Chants de la Lune, c'est un texte. Alors je vous recommande ce roman, d'abord parce que Catherine Dufour avait été notre marraine, notre première marraine, donc quand on a créé le festival en 2021. Et là, Catherine se renouvelle complètement et elle réinvente aussi la Lune, c'est-à-dire que elle se projette dans un futur qui n'est pas si lointain, où les hommes ont installé en fait des jardins sur la Lune, alors sous des espèces de gigantesques bâches ou voilà des dômes. Alors c'est une image qui est assez courante donc dans la science-fiction, et où il y a des jardiniers en fait qui s'occupent de faire pousser des espèces donc qui ont été génétiquement modifiées pour s'adapter donc au sol lunaire. C'est à la fois réaliste et c'est à la fois extrêmement poétique. Et Catherine Dufour part malheureusement du constat que notre Terre est devenue tellement polluée que évidemment on replante, en fait, on essaie de replanter, de développer en fait le végétal sur la Lune. Voilà. Alors, je ne connais pas la fin, comme ça, je ne spoile pas. Je ne sais pas ce qui se passe. J'en suis au premier tiers, mais en tout cas, Catherine a su. Finalement, elle est peut-être en train de réinventer, en quelque sorte, cet imaginaire lunaire. La dernière chose que je veux dire par rapport à ça, je pense toujours à ce roman de Robert Heinlein des années 60, donc Révolte sur la Lune, où là, on est beaucoup plus dans un imaginaire social, finalement, puisque ceux qui sont sur la Lune, qui travaillent sur la Lune, eh bien, vont faire sécession avec la Terre. Et là non plus, on n'est plus dans l'exploration spatiale, on n'est plus dans la poésie de l'espace littéraire, mais on est beaucoup plus sur qu'est-ce qui se passerait finalement si des gens s'installent sur une planète, font sécession avec la planète mère. Donc on est finalement beaucoup plus une gestion politique de cette exploration spatiale et sociale que sur une exploration scientifique. Donc on a une mutation en fait en ce moment, enfin depuis les années 60, de cet imaginaire, à la fois tarissement, mais peut-être aussi renouvellement grâce aux projets scientifiques. Voilà, donc on a ce va-et-vient entre la science et le... Alors Christian, moi je voulais te demander... Ouais. Moi, j'aimerais répondre à la question. Mais vas-y. Avec des dates, c'est très simple. Ouais. 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace. 1969, en juillet, atterrissage d'Armstrong et Aldrin. 1970, dans la collection Présence du futur chez De Noël, il n'y a plus du tout de space opéra. Comme tu le disais, Natacha, ça va être le tarissement du space opéra, du moins en littérature. Le cinéma prendra le relais, mais ça, c'est autre chose. Parce que le texte qui sort en 70 d'un certain Jean-Pierre Andrevon s'appelle « Aujourd'hui, demain et après ». Et le texte « Aujourd'hui, demain et après », un recueil de nouvelles, ne parle pas du tout de l'exploration spatiale, mais de la Terre. On revient sur la Terre avec les problèmes de la Terre, la pollution, la surpopulation, l'environnement, la place de l'homme et la place de notre propre planète à laquelle on devrait s'intéresser de plus près pour que nous ne la fassions pas mourir. J'ajouterais 1972, le rapport de Rome, le rapport Meadows, avec, en prévision, je simplifie le rapport Meadows, il fait 3000 pages, hein, là je vais le raccourcir en une phrase, qui est un symbole. Au bout du compte, avec toutes les ressources qui existent sur la Terre, 90% des ressources auront disparu en 2030. C'est le rapport Meadows. Et beaucoup d'auteurs de science-fiction vont se tourner soit vers la hard science, et effectivement vers la Terre, l'écologie, l'environnement, avec de l'agite-propre d'ailleurs, avec les premiers mouvements contestataires qui vont s'intéresser à la Terre, à l'environnement. Et puis une sorte de déviation avec le début de Donjons et Dragons, de l'Heroic Fantasy. C'est le début de l'Heroic Fantasy. Comme si on s'éloignait de la science-fiction, de la hard science, pour dévier vers un imaginaire total qui se désintéresse totalement et de la science, et de l'environnement, et de la conquête spatiale, pour revenir en arrière vers les romans arthuriens, etc., et puis Bilbo le Hobbit et les ados, etc. Voilà. Mais il y a une sorte de frontière 68-72 qui est évidente. Il y a un basculement total, y compris dans la littérature et dans l'intérêt des auteurs de science-fiction, qui se désintéressent peu à peu, et assez rapidement, tu parlais de tarissement, c'est exactement ça, pour revenir à notre propre devenir. Et en effet, il y a de quoi faire, parce que c'est pas gagné.
Oui, et même même dans le cinéma, les films des années 60, je crois qu'un des derniers films, j'ai plus le titre en tête, mais un des derniers films sur la conquête spatiale, en fait, c'est des espèces de comédies parodiques. Et c'est Jerry Lewis qui avait fait une des dernières. Je crois qu'on doit être dans les années 65, parce que le cinéma se détourne complètement, alors à part Kubrick, parce que Kubrick c'est d'autres sujets, et puis il y a effectivement une poésie en fait de l'exploration spatiale, hein, plus que de la Lune en elle-même. C'est ça, hein, c'est l'exploration spatiale et c'est le voyage dans l'espace qui va beaucoup plus intéresser Kubrick. Mais sur la Lune proprement dite, les derniers films auxquels s'intéresse Hollywood dans les années 60, ce sont des comédies parodique, assez, voilà, je dirais pas grossière, mais enfin, c'est Jerry Lewis, quoi. Donc il y a même une distanciation ironique qui se fait par rapport au voyage sur la Lune. Oui, parce que la fusée n'est plus un objet de science-fiction. Voilà, c'est ça. Oui, et alors... vous voyez, avec les dates et les mouvements de l'imaginaire, c'est tout à fait explicite. Alors justement, François, on va y revenir, parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que dans cette affaire, à force de se désintéresser de la Lune, l'ASF a pris un sacré retard, parce que il y a la question du renoncement, hein, Christian, c'est sûr, qui occupe beaucoup les esprits. Roland Lehoucq, qui là au festival en parle, et de renoncer à aller explorer, ou alors, et surtout à aller exploiter trop l'espace tant qu'on n'a pas réglé les problèmes sur Terre, ou de manière raisonnable. C'est des questions qu'on se pose. Mais dans les faits, concrètement, avec le projet Artemis, avec les velléités d'une installation de base lunaire, que ce soit de la part de la NASA, en association avec l'ESA, ou de la part des Chinois, ce ne sont pas des choses qui vont se produire dans 20 ans. Le projet, même si c'est repoussé d'année en année, en particulier ça a été avec le Covid, c'est avant la fin de la décennie, François. Oui, alors si je réponds un tout petit peu longuement en faisant un retour en arrière, ce qui s'est passé par ailleurs, c'est que l'exploration spatiale a quand même vraiment continué après Apollo, mais on s'est mis à construire donc on adore le projet de navette spatiale aux États-Unis, quelques projets en Europe, le Soyuz, etc. Puis la station spatiale internationale, ce qui fait que pendant 40 voire 50 ans, on n'a fait que s'occuper de l'orbite basse. Donc la station spatiale, notre cher Thomas Pesquet, etc. Et à un moment donné, quand même, il y a eu une réflexion en disant bon, est-ce que si on pourrait réfléchir à faire autre chose? La NASA aurait vocation à arrêter de faire l'orbite basse et puis aller au-delà. Et donc c'est les premières réflexions qui ont été lancées à l'époque de George W. Bush, donc dans les années 2000. Et là, ça a commencé à démarrer très fortement, les projets Constellation. Ça a été un petit peu arrêté par le mandat de Barack Obama, qui a dit bon non, mais la Lune on a déjà été, on va plutôt aller sur Mars, donc redirection, ça a un petit peu arrêté l'élan. Puis finalement, maintenant, il y a une espèce de consensus pour dire que ok, Mars c'est vraiment l'objectif à long terme, mais il faut d'abord apprendre à retourner sur la Lune. C'est trop compliqué d'aller sur Mars directement. C'est un consensus, ça, il n'y a pas de débat. Ce qui fait que finalement, un petit peu indépendamment de l'intérêt scientifique de la Lune, il est devenu un consensus pour les gens qui sont favorables à l'exploration humaine de l'espace, pour lequel il y a un débat. Mais à partir du moment où quelqu'un se dit « Ah oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec les astronautes ? L'exploration astronautique, c'est important. » Donc là, il y a quand même un consensus, il faut aller retourner sur la Lune pour viser Mars. C'est à peu près accepté par tout le monde. Ce qui n'est pas accepté par tout le monde, ce qui est l'objet de débat, c'est est-ce que l'exploration humaine de l'espace est justifié ou pas, puisque les coûts environnementaux et les coûts financiers sont tels que la science ne l'explique pas. C'est difficile, même moi si je suis très passionné de ça, la science ne suffit pas au sens où je ne peux pas me tourner vers un collègue cancérologue ou physicien en lui disant non mais cancer c'est bien, mais moi j'ai vraiment besoin de 150 milliards de dollars pour aller voir le caillou sur Mars. Donc c'est pas ça qui justifie l'exploration spatiale humaine, donc de la Lune puis de Mars et puis même la station spatiale actuellement. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est un désir commun que beaucoup ont qu'on fasse. C'est ce que quelque part pour beaucoup. Moi j'avoue j'en fais un peu partie. Oui. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Donc etc. Il reste le débat. Le coût environnemental, le coût financier. Après, des gens, des fois, se trompent. C'est-à-dire qu'il m'arrive souvent, je sais pas, dans une émission de radio, quelqu'un va téléphoner en disant « Mais enfin, c'est absurde, il faudrait utiliser cet argent pour sauver la Terre. » Mais évidemment que l'essentiel de nos ressources, c'est une fraction seulement qui va là-dedans. Par contre, il y a une symbolique, il y a un impact carbone qui est non négligeable.
mais qui est moindre qu'une Coupe d'Europe de foot, hein, vous voyez, donc faut pas distinguer les choses. Donc maintenant, je reviens sur les projets. Et puis, juste en résumé pour le coup, effectivement, c'est une réalité maintenant. C'est-à-dire que la NASA, avec l'Agence spatiale européenne, les Japonais, les Canadiens, d'une part, ont un projet absolument sérieux pour retourner sur la Lune. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant le projet Artemis. Artemis, qui est d'ailleurs le titre d'un livre de science-fiction pas mal, il y a une dizaine d'années, par Andy Weir, qui avait écrit The Martian, qu'il avait écrit à l'époque où le voyage lunaire, le programme lunaire s'appelait Constellation, donc il était un peu visionnaire. Donc je vous conseille Artemis, j'ai bien aimé moi. Je ne sais pas si tu l'as lu. Oui. Et donc, si on continue, donc Artemis, qu'est-ce que c'est? Je résume très vite. Donc ça ressemble un petit peu à Apollo, mais un petit peu survitaminé. Donc il faut une fusée spatiale lunaire, l'équivalent de Saturn V, on appelle ça le SLS, le Space Launch System. Il y en a une qui a été lancée il y a 2 ans maintenant, presque 2 ans, qui a lancé une capsule vide sans astronaute pour le programme Artemis 1. En effet, donc vous avez une fusée lunaire. Au sommet, ce qui s'appelait autrefois la capsule Apollo, maintenant ça s'appelle la capsule Orion. On peut mettre 4 astronautes dedans. Elle a déjà été testée plusieurs fois, sans astronautes. Et puis ensuite, le but, c'est de retourner vers la Lune. Alors, la prochaine mission, qui va être lancée normalement dans 1 an à peu près, officiellement, mais c'est vrai que c'est repoussé de quelques mois tous les mois, donc mais c'est une réalité, c'est financé, les astronautes ont déjà été sélectionnés, on peut les rencontrer, ils s'entraînent. Donc il y aura un lancement de 4 astronautes qui iront autour de la Lune, 3 Américains, dont une femme et un noir, c'est très américain, et un Canadien, qui est une autre forme de minorité, et qui vont aller faire le tour de la Lune à nouveau, comme Apollo 8, puis revenir. Et donc ça, on va beaucoup en parler, je pense, ce sera dans 1 an, voire 2 ans, on va dire. Normalement, c'est que des détails qui tardent à être résolus avant que cela se fasse. Et puis ensuite, la mission suivante, c'est Artemis 3, la mission Artemis 3, on envoie à nouveau 4 astronautes, et cette fois-ci, ils vont se poser à la surface. Donc ce sera l'équivalent d'Apollo 11, là on en parlera énormément, je pense. Et pour cela, il y a eu la sélection de l'équivalent du module lunaire, vous vous souvenez, cette petite araignée d'Apollo. Et cette fois-ci, après avoir fait des appels d'offres industriels, etc., ce qui a été choisi, c'est un énorme engin vraiment qui ressemble à la science-fiction, qui ressemble, je dirais, à Tintin sur la Lune. On a marché sur la Lune. Donc, c'est le Human Landing System de SpaceX. C'est-à-dire, c'est un engin qui fait 60 mètres de haut, des dizaines de tonnes, et vraiment énorme. Et c'est vraiment en préparation. Le problème, c'est que c'est en préparation, mais ça a pris beaucoup de retard. Donc, cet élément-là fait que on risque de ne pas voir les astronautes marcher sur la Lune en 2026, comme c'est officiellement prévu, mais certainement plusieurs années plus tard. Cela dit, SpaceX va assez vite. Tout ça est bien de la science-fiction, surtout que, pour vous donner un détail, le principe derrière ce système d'atterrissage sur la Lune, et c'est le suivant, c'est qu'on envoie ce système, Human Landing System, donc un gros engin en orbite autour de la Terre, et là on envoie littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6 énormes fusées, 160 tonnes en orbite basse, qui vont ravitailler une station essence en orbite, qui elle-même va ravitailler le Human Landing System, et ensuite on va l'envoyer autour de la Lune. Donc on n'en est pas encore là, ça paraît de la science-fiction, ce sera comme de la science-fiction, mais cela va arriver. Voilà. Et donc à ce moment-là, vous aurez Artemis 3, 2027-2028, 4 astronautes qui partent dans la capsule Orion, en orbite autour de la Lune, qui montent à bord de cet énorme engin pour atterrir sur la Lune, qui vont se poser, ils ne vont pas se poser n'importe où. Tous les projets de tous les pays sont toujours d'aller vers le pôle sud de la Lune. Pourquoi? Parce que au pôle sud, la lumière est rasante, on peut avoir de l'énergie solaire un petit peu tout le temps, même si quand même il y a un léger cycle jour-nuit, et on pense qu'au fond des cratères où l'ombre est permanente, il y a des réservoirs de glace. Donc à terme, on imagine pouvoir exploiter cette glace. Et ça, c'est Artemis 3, et puis ça va continuer, Artemis 4, et parallèlement, on va construire une petite station spatiale, un peu comme l'ISS, mais miniature, qui sera en orbite autour de la Lune, comme ça, vu de la Terre, ce sera une orbite comme ça, un peu compliquée, et qu'on appelle le Lunar Gateway, sur lequel, à mon avis, Thomas Pesquet ira, parce que ça correspond à la contribution française, et qui donc va aussi héberger des astronautes pendant quelques semaines. Et ça, c'est complètement réel, hein. Tout est en construction. Ça va être les premiers éléments vont être lancés sur une grosse fusée de SpaceX,
Falcon Heavy dans quelques années. Ça dépend du retard du HLS, etc. Et puis ensuite, donc, les missions, je vous nomme un petit peu, Artemis 4, 5 vont emmener des éléments là-dessus. Et tous ces projets-là, ce que je dois souligner, c'est que c'est très américain, mais c'est aussi assez européen. Par exemple, la capsule Orion, l'élément principal, on va dire, est construit par les Américains, mais tout le module de service, propulsion, survie des astronautes, énergie, c'est fourni par l'Europe, c'est construit en Allemagne. Oui, et puis il y a des choses très concrètes sur la construction des dômes en régolithe, sur la colle qu'on va utiliser. Non, mais ça, pour, c'est pas encore concret du tout, ça. Mais ça, il y a déjà des entreprises qui Il y a travaillent en Europe Il y a des dessus. projets, des études de recherche et développement, mais ça n'est pas, ça paraît de la science-fiction, ça l'est encore un petit peu. Il y a des projets de tests de construction. Il y a plein sur Artemis 6, par exemple, il est prévu d'installer une grue qui va simuler cette construction-là, mais c'est de la préparation. En attendant, les astronautes vont se poser. La première mission, par exemple, la durée de séjour des astronautes sera en environ 6 jours. Puis on va rallonger jusqu'à une vingtaine de jours à la surface. Par ailleurs, sur la station autour de la Lune, pareil, les astronautes ne seront pas en permanence comme sur la Station spatiale internationale parce que c'est plus exposé au rayonnement. Et donc, ils resteront 10, 20, 30 jours, peut-être 60 jours max, quoi. Voilà, j'ai donné beaucoup de détails, on pourra reposer des questions, mais c'est quand même des choses qui vont arriver dans les années qui viennent. Et pour le coup, pour conclure sur ce dont on était parti, pour l'instant, tous ces projets-là sont complètement imperméables à une discussion sur l'impact environnemental. C'est fait de manière complètement séparée, même si on en parle. Il y a quelques vagues idées pour réfléchir comment réduire cet impact, mais c'est complètement... Il n'y a pas du tout d'impact encore de ce problème du changement climatique sur tous ces projets. Il y a une espèce de séparation. Quand il y a un débat au Congrès ou parmi les ingénieurs sur cela, on n'évoque jamais ça. Et c'est vrai, même pour nous, ce qui concerne, je dois dire, l'exploration robotique, c'est assez imperméable. Il y a une réflexion, mais pour l'instant, on ne parle que de budget financier, jamais de budget environnemental, d'impact environnemental. Je voulais juste te dire sur les dômes en régolithe, en fait, dans le roman de Catherine Dufour, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que voilà, elle explique comment on construit ces dômes, qu'il y a des espèces de petits robots qui viennent, c'est le projet, qui surveillent, voilà, ouais. qui surveillent constamment l'étanchéité de ces dômes, que il y a toujours ces petits robots qui ont des réservoirs de colle pour faire des points, etc. Enfin, des espèces de rustines. Et alors, je ne sais pas. Alors peut-être que Catherine a travaillé où c'est beaucoup. C'est vraiment dans les cartons. Il y a eu des ateliers, donc je pense qu'elle s'est des conférences entières sur ce ça. sujet. Oui, non, c'est vrai. ça. C'est vraiment dans les cartons. Voilà. Et il est même prévu des prototypes pour se préparer à le faire à l'avenir. Donc, voilà. Et ces prototypes sont en développement. Donc pour être sur la Lune. Voilà, elle est juste un tout petit peu en avance par rapport à ça. Donc c'est vraiment intéressant de lire ce roman en fait, hein, parce qu'on je pense c'est ce qui est vraiment, sur l'après-demain. Voilà. Oui, parce que c'est ce qui là, c'est justement sur le demain pour la Lune concrètement, et puis le demain de la SF. Catherine est pile dedans, parce que la question de jardiner sur la Lune, il y a des expériences. En effet, dans le peu de régolithe qu'on a ramené, on essaye de faire pousser des trucs pour voir si ça marche. Donc c'est une question centrale. La question de l'eau sur la Lune, parce que bon, même si on va la récupérer, comment on va pouvoir l'utiliser, c'est des questions que se posent déjà les spécialistes, parce que à un moment ou un autre, si tout marche comme tu le décris, comment on va faire pour filtrer, pour l'utiliser, et Catherine, je pense, dans ce livre, elle s'est servie de tout ça, et puis elle nous projette encore un peu plus loin. Le gros problème dans ce roman, l'héroïne, c'est une femme, c'est une ingénieure, son gros problème, en fait, c'est la poussière de la Lune. Parce que la poussière sur la Lune est une poussière qui érode en fait absolument tout, qui étouffe en fait toutes les machines, qui dérègle les petits robots, par exemple, qui vont servir justement à réparer les dômes, etc. Et ça, pour moi, c'est une question qu'on pourrait poser à François, mais moi, ça, c'est une vraie question que je me pose, parce qu'il y a quand même une différence énorme entre les représentations de la science-fiction, que ce soit sur Mars ou sur la Lune, où on voit quand même les hommes vivre longtemps quand même sur les surfaces de ces planètes, et finalement, que ce soit le cinéma ou la littérature, on évacue quand même, pour moi, qui sont les trois questions principales, c'est l'eau, les réserves en eau. Alors l'eau, bon, s'il y a de la glace, ok,
on peut essayer d'en récupérer. L'oxygène, quand même, comment on fait pour fabriquer de l'oxygène. L'érosion, enfin les conditions de vie sur même la Lune ou Mars, par exemple. Et puis la nourriture. Parce que, François, tu me dis, ils vont rester combien? 30 jours à peu près, c'est ça, dans les cartons? Un mois? En fait, c'est vrai que tout ce que je décris, c'est pour l'instant des missions d'exploration qui n'auront pas réellement qui vont tirer parti des ressources sur le terrain, par exemple du régolithe pour construire des choses, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'idée de base permanente où on devra vraiment, réellement récupérer de l'eau ou récupérer de l'oxygène sur place, quoi, ou faire poncer des plantes. Pour l'instant, ce sont des missions qui sont finalement relativement courtes et on peut tout envisager en amenant tout depuis la Terre. Alors bien sûr, il y a énormément de réflexions sur faire ça sur des plus longues durées, etc. Il y a beaucoup de travaux pour faire pousser des choses sur la Lune et plus tard sur Mars et dans l'espace, etc. Mais ça n'a pas d'application immédiate et il n'y a pas besoin de savoir le faire dans un avenir proche. Je dois mentionner un point, c'est qu'on a beaucoup parlé de projets de base permanente sur la Lune. On avait un directeur de l'Agence spatiale européenne qui était passionné, qui avait lancé le concept de Moon Village, de village sur la Lune, avec l'idée qu'il y aurait un truc international, un peu comme avec une base permanente, etc. J'avoue que c'est un peu passé de mode. Et il n'y a aucun projet, alors il y a un projet russe, chinois, avec quelques pays, de faire aussi ce qu'ils appellent une base permanente, mais en fait, c'est une base permanente sans que les astronautes y restent de manière permanente. Et donc, ça veut dire que le problème de la nourriture n'est pas vraiment le problème, quoi. C'est un peu comme sur les bases antarctiques, on ne se casse pas la tête à essayer de faire pousser des fraises en Antarctique, on les apporte, dans les bocaux parfois, mais il n'y a pas ce problème-là. Et donc, pour la Lune, ça peut se qu'envisager. Et ensuite, l'étape suivante, il n'est pas du tout sûr que ce sera de vraiment établir une base sur la Lune, puisque le réel objectif des agences spatiales américaines et quelque part chinoises et russes, c'est quand même plutôt, une fois qu'on aura fait ça, de quand même préparer le vol vers Mars. Et à mon avis, il y aura à un moment donné un choix, parce que par exemple, encore une fois, il y a eu un gros débat à l'ESA avec ce directeur qui voulait faire une base permanente sur la Lune. Si on fait une base permanente sur la Lune, on retarde un vol vers Mars de 40 ans, je pense. Et donc, on va être face à ça, et c'est un débat classique, voilà, qui a eu lieu et qui est un peu tranché maintenant. Si on demande à quelqu'un de la NASA, un officiel, je crois qu'il dirait on va faire la Lune, et puis Mars, c'est vraiment dans les cartons derrière. On ne va pas commencer à faire un village complet avec de la nourriture et tout sur la Lune. On va mettre les ressources pour préparer le voyage vers Mars. L'heure tourne très très vite en vous écoutant, mine de rien. Je vais signaler quand même, alors il y a si on veut imaginer la SF de demain sur la Lune et de manière un peu plus réaliste, là on n'est plus en train. En fait, c'est plus vraiment de la SF, c'est de l'anticipation que fait Catherine. Je vous propose, non pas parce que j'y suis, mais surtout parce qu'on a Sylvie Poulain, Sylvie Denis qui sont là, qui sont dans le recueil Amazonie spatiale, qui imaginent ça, qui imaginent l'espace en 2075, donc dans 50 ans. Il y a différentes propositions et certains des auteurs parlent de la Lune. Et j'aimerais me tourner vers le public pour voir un petit peu vos questions, parce que là en fait ce que nous ont dit Natacha et Christian, c'est que bon, la littérature a imaginé plein de choses, et ce que nous dit François, c'est que maintenant ça y est, on va quand même avoir des choses très très concrètes dans les années qui viennent. Est-ce que vous avez des questions là-dessus sur la SF ou sur la science et la réalité? Oui, vous parlez de faire pousser des plantes sur la Lune. Comme il n'y a pas d'atmosphère, je suppose que c'est sous dôme, etc. Mais est-ce que c'est complètement surréaliste d'imaginer qu'un jour il pourrait y avoir une atmosphère sur la Lune? Et si oui, est-ce que ça aurait une incidence sur la Terre, en fait, au niveau de l'incidence que la Lune a sur la Terre? Alors, pour moi, hein, la réponse à la première question, avec les technologies même qu'on peut imaginer, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour créer une atmosphère quelque part, donc par exemple, on parle parfois de terraformer Mars, et si on tape terraformer la Lune sur Google, je suis sûr qu'on va trouver des choses. Le problème, c'est que ça veut dire amener de l'air, amener du gaz, quelque chose, pour que la pression suffisante, par exemple, pour qu'il y ait de l'eau liquide à la surface. Ce serait ça, hein, l'idée, pour qu'on fasse pousser des plantes à l'air libre. Et en fait, la masse comme il n'y en a pas sur place,
c'est très difficile. Hein. Il y a vraiment, les roches sont trop pauvres en ce qu'on appelle éléments volatiles, donc en gaz potentiel, pour qu'on puisse dégazer quelque chose, créer une atmosphère. Donc il faudrait l'apporter. Et quand on calcule vite fait la quantité de gaz qu'il faut apporter, on est là dans la centaine de millions de navettes spatiales ou un truc comme ça, et puis, ou des milliards. Et puis on se dit, c'est pas grave, on va détourner des comètes. On va se dire, on va faire tomber des comètes là-dessus, ça va dégazer, ça va rester un peu... Et en fait, c'est pareil, ça va être quelques centaines de milliers ou millions de comètes. Bon, ça va être difficile, d'autant plus que dans le cas particulier de la Lune, la gravité est assez faible, ce qui fait que, alors que sur la Terre et même sur Mars, l'atmosphère reste suffisamment, sur la Lune, alors aux échelles géologiques, assez rapidement, le simple mouvement thermique des molécules suffit à les faire atteindre la vitesse de libération, ce fait qu'elles s'échappent. Elle échappe thermiquement. Et ça, c'est pas bon, parce que c'est pour ça que la Lune n'a pas d'atmosphère. Et donc, à terme, elle la reperdrait. Mais bon, à l'échelle humaine, on pourrait, si on était capable d'amener la quantité de gaz suffisante autour de la Lune, elle resterait un moment quand même, l'atmosphère. Mais ça, les quantités sont inimaginables, quoi. Ça n'a aucun sens de faire ça. C'est bien plus facile de créer des dômes gigantesques, tout ce que vous voulez. C'est bien plus facile que simplement mettre du gaz. Et puis, de toute façon, si on mettait une atmosphère sur la Lune, je pense que ça n'aurait pas beaucoup d'impact sur la Terre. C'était ça la deuxième question. Il n'y a pas de raison de penser que. Mais bon, non, la question ne se pose pas, en fait. Là, c'est encore vraiment de la SF. Oui, pensez à la scène, moi, qui me terrifie toujours un petit peu, à la fin de Total Recall, quand, donc le film, et puis la nouvelle, évidemment, de Dick, où on essaie de terraformer Mars avec des espèces d'artefacts extraterrestres. Alors, ça se passe très très vite. Enfin, il y a un gaz extraordinaire qui s'échappe, mais bon, ça reste quand même de la science-fiction. Et à mon avis, même pour Dick, justement, c'est la fin de Total Recall. C'est est-ce que finalement tout cela n'est pas qu'un rêve? Oui, je dirais oui, c'est un rêve de science-fiction. Pour l'instant, comme dit François, c'est totalement invraisemblable. Enfin, c'est impossible en fait. Voilà. Une autre question? Oui, j'ai deux questions. L'une s'adresse à la littéraire et l'autre aux scientifiques. Alors, en littéraire, je voulais vous demander si les poètes ont vu autre chose dans la Lune qu'un endroit magique qui fait rêver. La Lune a d'autres caractères, en particulier, elle est lunatique. C'est-à-dire qu'elle est imprévisible. Donc, sur le caractère imprévisible de la Lune, est-ce qu'il y a eu des poèmes, des romans ou quelque chose? Alors, attendez, je ne comprends pas bien votre question. Vous avez dit que la Lune faisait rêver. Bon, il y a les contes de la Lune vague après la pluie aussi, il y a des choses comme ça. Oui, elle ne fait pas que rêver, parce que je pense au moment où vous avez posé votre question, je pensais à un texte de Jules Verne qui décrit en fait la surface de la Lune, mais non pas comme un rêve, mais comme un véritable cauchemar, c'est-à-dire une espèce de plaine effarante, c'est les mots de Jules Verne, de plaine effarante, désolée, où ne peut s'exprimer que le vide et le désespoir. Oui, alors c'est pas un poème, évidemment c'est un texte, c'est de la prose, hein, c'est la description de Jules Verne, et je crois là aussi que plus finalement, alors quand je dis que ça fait rêver, c'est-à-dire que c'est le rêve du voyage dans l'espace, mais qui reste finalement un peu désincarné. Et plus on s'approche de l'objet céleste, et plus on se rend compte, si vous voulez, que finalement, on est dans le vide de l'espace, on est dans le froid, et on est dans la glace, quand il y en a, et on est dans la mort surtout. Et très récemment, il y a William Shatner, vous savez, c'est le capitaine donc l'acteur qui a joué le capitaine de Star Trek, qui est parti dans l'espace. Et bon, lui qui finalement a représenté toujours ce rêve de l'espace dans la série Star Trek, il a été totalement effrayé et glacé en fait par le vide de l'espace, vous voyez. Donc je crois que non, la Lune ne fait pas toujours rêver, ou alors elle fait cauchemar. Mais ma question c'était pourquoi le caractère lunatique n'a pas été exploité. Lunatique, ça voudrait dire par exemple que l'astre décide d'un seul coup de foncer sur la Terre ou un truc comme ça. Moi, je sais pas. C'est dans le film Moonfall.
Je vois vraiment l'heure qui tourne et si on part sur l'idée que de la Lune qui s'écrase sur la Terre, on va repartir pour une bonne heure, je pense. Oui, c'est une autre thématique. Voilà, mais on y pensera. Christian, tu avais une référence sur... Alors, j'ai la référence. Hein, Ouais. elle date de 1610, d'un certain Johannes Kepler. Le texte s'appelle Somnium, ou Somnium. Et c'est un texte d'autant plus intéressant qu'il est poétique, puisque Kepler décrit la Lune, il nomme les cratères et les mers de la Lune. Et on a gardé ces termes-là. C'est pas très connu, Somnium. Hein. Ça te dit quelque chose, Natacha? Ah oui, oui, bien sûr. Et c'est un texte très poétique, mais il est en latin. Il doit exister une traduction. C'est le premier texte qui vraiment s'intéresse à la Lune, parce que Kepler observait lui aussi la Lune, avec les moyens qui n'étaient même pas ceux de Galilée, parce que Galilée, c'est un petit peu après, c'est à peu près en même temps. Hein. Mais c'est un texte qui est poétique, mais qui raconte un rêve, là aussi. De Kepler, C'est le rêve. Et il rêve, mais en même temps, il donne des descriptions extrêmement précises de la Lune avec ses propres observations. Mais qui est habité par des démons quand même. Oui, Donc, bon, voilà, mais aussi. on est dans la poésie aussi. J'essaie de répondre Oui. à la question. Moi aussi, j'ai une référence poétique François, pour vas-y. conclure. Parce que le côté lunatique de la Lune, en fait, elle est ultra prévisible. C'est Oui, un- oui, oui, c'est- oui. c'est parfait. Oui, Alors, bien sûr, je sais. ma référence poétique, je vous invite, vous la trouver sur Internet, c'est le chef-d'œuvre d'un astronome qui s'appelait Delaunay, qui était président de l'Observatoire. On le voit, son portrait à l'Observatoire, la main sur son chef-d'œuvre, les éléments d'orbite de la Lune ou trajectoire de la Lune, 2 tomes. Vous pouvez le trouver sur Internet, 2 tomes, vous regardez. Ça commence par une équation qui fait 32 pages. Elle est magnifique, c'est extraordinaire. Et à la fin de ces 32 pages, on tourne la page et c'est marqué « À présent, attachons-nous à résoudre l'équation ». Et ensuite, il y a 800 pages de résolution. Et c'est plus que poétique, je vous invite à regarder. C'est disponible sur Internet, en PDF. Alors, j'aime beaucoup la poésie selon François Forget comparée à celle de Bon. Natacha et Christian. Je vais maintenant de fait- poser ma question aux scientifiques. Ouais, je suis désolée. On peut être étonné que... Monsieur, on- excusez-moi, je vais vous Ça marche couper, pas parce qu'on va pas pouvoir. Si vous voulez bien la poser après coup, on va devoir finir là, parce que sinon on va on prendre vraiment du retard sur la suivante. Je vous invite à aller marcher sur la Lune tant que elle est encore disponible à l'étage, dans la salle d'exposition, à poser des questions si vous le souhaitez à nos invités. Merci énormément à tous les trois. Le sujet, on en a vraiment fait qu'effleurer la Lune. Voilà, mais on s'en doutait et on en reparlera de toute façon l'année prochaine, parce que c'est dans la question qui nous occupera, on pourra en reparler. Voilà, merci beaucoup.